Bonjour. Le développement personnel nous vend à chaque fois le même produit dans un nouvel emballage. C'est du marketing. Ce produit s'appelle «Vous pouvez le faire, vous pouvez réussir votre vie, vous pouvez y arriver, vous pouvez, vous débarrasser de vos addictions, de vos défauts, de votre paresse, de votre procrastination, de votre échec et vous pouvez devenir quelqu'un de meilleur». Seulement, la philosophie nous montre que l'être humain n'est pas libre et que l'être humain est pris entre l'enclume du déterminisme et le marteau du hasard. Et même si, Jean-Paul Sartre, dit dans son existentialisme que l'homme est condamné à être libre, eh bien, tout se joue sur cette, participe passé condamné. On ne peut pas être condamné à être libre parce que dans le mot condamnation, il y a le mot asservissement, il y a le mot esclavage, il y a le mot de réception, d'obéissance, de soumission. On ne peut pas être condamné à être libre. Alors, je vais vous montrer comment l'être humain n'est pas libre. Mais on peut avoir 2 lectures à cette aliénation de la liberté. Une première lecture déterministe, une deuxième lecture, on va dire contingente, qui joue sur le hasard. Et a priori, le déterminisme et le hasard sont contradictoires, sont exclusifs, l'un exclut l'autre. Seulement, en philosophie, rien n'est contradictoire. Je peux être triste et joyeux en même temps. Joyeux parce que j'ai été reçu, à un concours et triste pour mon ami intime qui ne l'a pas été. Je peux être ici, ailleurs, je peux être dans le présent et le futur, dans le passé aussi. Je suis ici, face à mon portable en train de faire une vidéo et je suis ailleurs dans le futur, en train d'imaginer comment cette vidéo, serait reçue par les internautes. Je suis aussi dans mon passé en train de réviser un peu dans ma tête ce que j'allais vous dire. Il n'y a pas de no man's land en philosophie, il n'y a que des frontières poreuses. En philosophie, il n'y a que des interférences, des télescopages. Alors, pourquoi l'être humain n'est pas libre? Tout simplement parce que, d'une part, il est déterminé et d'autre part, il se meut dans un monde où le hasard domine. Alors, comment l'être humain est-il déterminé? L'être humain est déterminé parce que l'univers est déterminé et puisque l'humain fait partie de l'univers, alors il est déterminé. L'être humain obéit à des lois silencieuses, implacables, impeccables. Des lois qui ne s'intéressent pas au bonheur humain, les lois de la nature, les lois de l'univers. Et la nature prend son cours, sans se soucier de l'être humain. On est déterminé parce que, heu, on vit dans une chaîne de causalité. Chacun de nous a une chaîne de causalité, une chaîne de cause à effet et on ne peut pas échapper à cette chaîne de causalité. Et si on rencontre quelqu'un, on rencontre, un bon événement, un mauvais événement, c'est parce qu'on a rencontré une autre chaîne de causalité, qui a rencontré une autre chaîne de causalité jusqu'à l'infini. Les moments d'intersection, d'interférence entre les chaînes de causalité à l'instant T, dans un lieu déterminé, créent la rencontre. Et donc on est déterminé parce que, on est déterminé, par nos maladies héréditaires, par notre ADN, par notre taille, la couleur, de nos yeux, de notre peau, par notre métier, par nos loisirs, parce que le déterminisme n'est pas uniquement biologique, mais le déterminisme est psychologique, social, politique et cetera. Dans la nature, il n'y a que des lois, il n'y a que des causes et des effets et comme a dit Einstein: «Dieu ne joue pas aux dés». Il y a des lois qui prennent leur cours et chaque cause donne une conséquence qui devient à son tour une cause, ainsi de suite. D'ailleurs, le démon de Laplace, le physicien réputé, cette théorie, enfin cette hypothèse dit que s'il y a une puissance intelligente qui peut nous donner la position et la vitesse de chaque particule dans l'espace, alors on peut connaître facilement le passé de l'univers tout comme son futur. On est déterminé, on n'y peut rien. Dans ce cas-là, toute
notre liberté s'aliène. Maintenant, il y a une deuxième lecture de l'aliénation de notre liberté, comme quoi nous sommes le fruit du hasard et comme quoi nous sommes jetés comme un bateau sur un océan, ballotté par les vents et les courants marins, ballotté par les vagues aussi, et on va, on avance au gré des vents, au gré des vagues, au gré de l'océan. D'ailleurs, comme a dit Sénèque, le stoïcien, il n'y a point de vent favorable à celui qui ne sait pas où aller. Et on ne sait pas où aller. On est là, on navigue à vue et on vit le jour, on queue le jour et on ne contrôle rien parce qu'on est dans un hasard absolu. Votre ville de naissance, votre village de naissance, le métier de vos parents ou de votre père, de votre mère, votre pays, votre famille, tous ces éléments-là, c'est du hasard. C'est un grand hasard si, dans un village, vous étiez né et que vous n'auriez pas pu accéder à l'enseignement universitaire. C'est un pur hasard si votre père est mort à un âge précoce et que vous étiez obligé de abandonner l'école pour travailler et subvenir aux besoins de votre famille. C'est un pur hasard si vos parents se sont rencontrés dans un bus et de cette union, vous étiez nés. Parce que si l'un des 2 était venu une seconde plus tôt, une seconde plus tard, ils ne se seraient pas assis côte à côte dans le même bus. Tout est question de hasard et même maintenant, quand vous êtes en train de me regarder, il se peut que vous soyez en train de le faire par pur hasard et même cette vidéo que je suis en train de faire, c'est du hasard parce que normalement, je voulais la faire, hier. Alors on avance dans un monde dominé par le hasard aveugle et en même temps par la nécessité aveugle. D'où cette double lecture de l'aliénation de la liberté à cause du déterminisme d'une part et à cause du pur hasard de l'autre. J'aimerais tout simplement vous renvoyer au film de Brad Pitt, le film qui s'appelle L'étrange, enfin Brad Pitt était l'acteur principal, pas le réalisateur. L'étrange cas de Benjamin Button. C'est un film, où, voilà, Brad Pitt est né vieux, il est né, le verbe naître, il est né vieux et il a fait, marche arrière dans le temps, il va mourir bébé et ça, c'est une autre histoire, voilà, c'est l'histoire de la philosophie du temps. Alors, dans ce film, il y a une séquence, il y a une danseuse qui s'appelle Daisy, qui a été fauchée par un taxi et toute sa vie professionnelle de danseuse a été crucifiée, a été massacrée. Alors dans ce film, il y a plusieurs séquences de causalité et on va dire alors il y a une femme dans une bibliothèque, il y a, un livreur qui a été retardé quelque part, il y a le chauffeur du taxi qui a préféré prendre, un café, il y a, l'ami de Daisy qui s'est arrêté pour, renouer, ses lacets et donc c'est un concours de circonstances qui a fait qu'à l'instant T, au mauvais moment, à la mauvaise place, Daisy s'est retrouvée et l'accident a eu lieu. Si l'un de tous ces protagonistes avait retardé ou devancé ces, actions, on va dire, d'un laps de temps infinitésimal, l'accident n'aurait pas pu avoir lieu. Comme quoi, les concours de circonstances, le hasard peut créer soit des exploits, peut créer soit des gâchis. D'ailleurs, dans ses pensées, Pascal dit: «Le nez de Cléopâtre, s'il était un peu plus court, il aurait changé la face de la terre». Parce que Cléopâtre était belle et Marc-Antoine comme César, les 2 empereurs romains sont tombés amoureux d'elle et ces deux relations amoureuses ont affecté l'histoire de l'empire et donc si le nez de Cléopâtre avait été, ça veut dire un peu plus court, un peu plus long et le avait été un peu plus belle, un peu moins belle, les conséquences n'auraient pas été les mêmes et je peux même vous dire une chose, même le mur mitoyen qui vous sépare de votre voisin, s'il
avait été, plus proche, plus loin de quelques centimètres, elle aurait pu affecter votre avenir. Tout est question de hasard dans la vie. Alors, l'homme n'est pas libre parce que d'un côté, il y a le déterminisme, c'est une première lecture. De l'autre côté, il y a le hasard, c'est une deuxième lecture. Que faut-il faire alors? Avant, j'aimerais vous parler d'une théorie, très, très intéressante, très vertigineuse, une théorie épicurienne en philosophie. Alors, les épicuriens, des siècles avant Jésus-Christ, avec Démocrite, avec Lucrèce, avec des Rerum Natura, avec Épicure, c'étaient des matérialistes. Ils pensaient que dans tout l'univers, il n'y a que matière et atomes. Seulement, ils ont créé une théorie qui illustre en même temps le hasard et le déterminisme. Ça veut dire que c'est un déterminisme global, mais dans lequel le hasard vient s'impliquer, vient se greffer, vient s'introduire, vient s'engluer, s'incruster petit à petit, de telle sorte qu'elle change le déterminisme. Cette théorie épicurienne s'appelle le clinamen. Alors, qu'est-ce que c'est que le clinamen? C'est une théorie inspirée de ce rayon de lumière, peut-être que vous l'avez remarqué un jour, qui entre par, le trou de la serrure, par une fente, par une petite brisure quelque part, qui entre dans votre chambre et quand vous contemplez ce rayon, vous voyez des particules de poussière en train de tournoyer sur elles-mêmes et puis soudain, il y a une particule qui change de trajectoire et qui va ailleurs. Alors Épicure a été, inspiré par, cette observation, il a créé la théorie du clinamen. Alors le clinamen, ça veut dire quoi? Les particules de la matière tombent selon des droites parallèles et donc c'est un déterminisme. Ils ne se rencontrent pas, seulement à un certain moment, une particule fait un écart, un clinamen, une déclinaison infinitésimale, imprévisible, vient heurter d'autres particules et comme ça, on crée des corps, on crée de la matière, on crée de l'univers. Alors, Épicure avait pensé à cette théorie pour dire qu'en plein déterminisme, il y a un peu de liberté humaine. Et cette théorie, des siècles avant Jésus-Christ, a préfiguré, a préannoncé en quelque sorte la physique quantique. En physique quantique, il y a des lois, il y a des champs gravitationnels, il y a des ondes, mais il y a du hasard. Le chat de Schrödinger, il peut être mathématiquement mort et vivant. Un photon, un électron, mathématiquement, selon des lois d'onde et de superposition de niveaux, peut être ici et là. Dans le vide, on peut avoir de la vie. Le vide quantique n'est jamais, on va dire, n'est jamais vide, n'est jamais vide absolu, n'est jamais néant au sens philosophique du terme. Dans le vide quantique, il y a des particules qui, qui apparaissent, qui disparaissent et selon des lois de la physique quantique et donc on stipule que c'est une théorie, c'est une hypothèse que l'univers aurait été créé à partir de rien, donc selon, ces, modes gravitationnels, ces champs d'énergie dans le monde, quantique. Alors, le hasard existe bel et bien, le déterminisme l'est encore plus clair, plus prépondérant, plus irréfutable, plus manifeste. Que faut-il faire puisqu'on n'est pas libre? Rien. Faut cueillir le moment présent. Carpe diem. On est en quelque sorte, pour revenir à ma métaphore initiale, on est à bord d'un bateau, on ne contrôle rien de rien, ni le vent, ni les vagues, ni les courants marins. Faut profiter du spectacle et faut espérer tout simplement que le bateau nous mène vers un bon port. D'ici là, faut cueillir le moment présent, tout simplement. Rien de plus, rien de moins. À méditer.